Ok, du coup, bonjour à tous encore et merci d'être venus. On va commencer avec une petite session juste pour introduire ce que les règlements bois de l'Union européenne et quelques concepts basiques. Mais après, on va rentrer un peu plus en détail avec Chloé. D'accord. Du coup, le règlement bois, on va juste parler de généralité. Qui sont les acteurs du RBE? On va beaucoup utiliser cet acronyme RBE ou UTR en anglais. La portée de ce règlement en termes de produits. Une petite introduction à la diligence raisonnée et les contrôles de la mise en œuvre. Le règlement bois, en anglais EUTR, EU Timber Regulation, c'est un règlement qui est directement contraignant pour tous les États membres de l'Union européenne qui sont responsables de la mise en œuvre. Son objectif principal, c'est de lutter contre la présence de bois illégal en lui refusant l'accès au marché de l'Union européenne. Et ici, on voit les 27 États membres. On peut préciser aussi que même si la Norvège, le Royaume-Uni ou l'Islande ne font pas partie de l'Union européenne, eux aussi, ils ont adopté les mêmes règles, en fait. Une petite chronologie. Depuis 2018, l'Union européenne a commencé avec les plans FLECTI, le plan d'action FLECTI, et le règlement bois était approuvé en 2010. Il est en vigueur depuis mars 2013. En 2016, il a été revu. Et on a eu un bon plan de travail avec beaucoup plus de précision avec le plan FLECTI de 2018-2022. Et c'est vraiment maintenant qu'on est en train d'intensifier tout ce travail de mise en œuvre du RBE. Petite présentation des acteurs et leur rôle. On a 4 acteurs. On a les États, la Commission, forcément, qui a formulé le règlement. On a les États membres qui avaient les autorités compétentes. Eux, ils sont en charge d'assurer la mise en œuvre du et ensuite surtout les opérateurs. Et ils doivent mettre en œuvre leur BE pour s'assurer qu'ils commercialisent du bois à faible risque d'illégalité en utilisant un système de diligence raisonnée. Du coup, voilà, aujourd'hui, c'est vraiment la diligence raisonnée qu'on va répéter partout. Et qui sont les opérateurs? En fait, on va regarder ça plus en détail pour vraiment les identifier. Après, il y a d'autres acteurs dans la chaîne des commerces, les commerçants. Et nous avons aussi des organismes de contrôle qui, en fait, ce n'est pas obligatoire à un opérateur de travailler avec un organisme de contrôle. On va regarder ça aussi. Alors, les États membres et les autorités compétentes, ils détaillent les règles sur les sanctions dans leur propre législation. Elles ont l'obligation de coopérer avec les autorités administratives des pays tiers. Juste un instant, voilà. Et avec la Commission européenne. Elles peuvent fournir de l'assistance et des conseils aux opérateurs, y compris par la diffusion d'informations pertinentes sur l'exploitation forestière illégale. Ils vérifient à intervalles réguliers que les organisations de contrôle remplissent leurs exigences. Ils envoient un rapport à la Commission européenne tous les 2 ans et ils désignent une entité ou plusieurs en tant qu'autorité compétente. Et ici, on a la liste pour tous les 27 États membres. Et comme Chloé nous a mentionné, en fait, l'autorité compétente en France. Et on va faire une petite présentation dans la deuxième journée. Alors, les autorités compétentes sont responsables de la mise en œuvre des règles par les opérateurs. Ils font des contrôles auprès des opérateurs, y compris des visites sur le terrain, sur une approche basée sur les risques encore, avec des rapports détaillés fournis par des tiers ou une planification révisée périodiquement. Ils ont l'obligation de maintenir des registres et des contrôles. Les conséquences de ces contrôles, si on trouve des défauts et des irrégularités, ça peut mener à des mesures correctives, par exemple la saisie du matériel, des amendes ou d'autres pénalités. Et c'est les autorités compétentes qui sont en charge de définir tout ça. Le rôle des opérateurs et des commerçants.
Les opérateurs, en fait, on va regarder ça, c'est l'entité qui vraiment importe et met dans les marchés européens du bois, soit de dehors de l'Union européenne, soit d'un pays exportateur, soit d'une forêt de l'Union européenne. Du coup, les opérateurs, eux, ils ont la responsabilité, ils doivent assurer la traçabilité du commerce du bois. Et ils doivent vraiment s'assurer qu'ils commercialisent du bois à faible risque d'illégalité en utilisant un système d'intelligence raisonnée. Du coup, c'est à eux qui ont toute cette responsabilité. Ensuite, il y a d'autres acteurs dans la chaîne de commercialisation. C'est les commerçants, ou ce qu'on appelle traders en anglais. Eux, ils doivent juste assurer la traçabilité du commerce du bois. On va voir comment. Et après, les produits, ça va continuer jusqu'au consommateur final. Alors, les opérateurs sont ceux qui mettent pour la première fois du bois ou des produits du bois sur le marché de l'Union européenne. Et quand on parle de mise sur le marché, ça veut dire distribution ou utilisation commerciale. Nous pouvons avoir des opérateurs nationaux qui se fournissent à partir des forêts dans le même pays ou de l'Union européenne, versus les opérateurs importateurs qui, eux, ils importent du bois du dehors de l'Union européenne. Les commerçants sont toutes les autres entreprises impliquées entre l'opérateur et le consommateur final. Et une entreprise, forcément, elle peut être à la fois un opérateur et un commerçant. Par exemple, une entreprise peut importer du bois du Vietnam, en dehors de l'Union européenne, mais aussi elle peut se fournir d'un commerçant à un autre fournisseur en Allemagne, dans l'Union européenne. Et là, on aura le rôle du commerçant. Alors, c'est très important, cette définition d'opérateur, c'est très important de savoir si notre entreprise, on est considéré opérateur ou non. Parce que tout ça, effectivement, ça va avoir des implications. Est-ce qu'on doit vraiment mettre en place le RPE dans sa totalité? Est-ce qu'on est susceptible d'être contrôlé par les organismes de contrôle? Un opérateur, c'est les entités qui agissent comme importateurs lorsque le bois est dédouané par les autorités douanières dans l'Union européenne. C'est indépendant de la propriété du produit. D'accord? En fait, c'est vraiment l'entreprise qui physiquement a importé ces bois ou ces produits en bois. Dans la plupart des cas, on peut l'identifier comme le destinataire consigné dans ces documents de déclaration douanière, dans la case 8. Voilà, ici on a un exemple. Et normalement, l'entreprise qui est citée là, c'est cette entreprise qui agit comme opérateur. Et c'est cette entreprise que les autorités compétentes peuvent identifier comme susceptible d'être contrôlée. Alors, une petite enquête pour vous connaître un peu mieux. Et on va poser une petite question. Et s'il vous plaît, voilà, vous pouvez juste répondre, c'est super facile, c'est juste pour connaître un petit peu mieux avec qui on parle aujourd'hui. Et vous pouvez choisir plusieurs options. Alors, est-ce que votre entreprise est un opérateur, un exportateur, autre, ou je ne sais pas. Et voilà, vous pouvez répondre dès maintenant. Voilà, et dès qu'on aura toutes les réponses, on va vous voir. Merci d'avoir voté. Et voilà, en fait, je comprends que la deuxième réponse, c'était une erreur. J'imagine qu'on voulait dire un commerçant, mais je vois qu'il y a pas mal d'opérateurs et c'est très bien. Ça va être très intéressant pour vous. Après, on a pas mal d'exportateurs de l'Union européenne, pareil. Tout ce qu'on va parler aujourd'hui et vendredi, ça va être très important pour savoir ce que vos clients attendent de vous, quel type de documents, quel type d'informations, etc. Comme autre, c'est très bien. J'imagine que c'est des organismes, des entreprises intéressées par la mise en place de cette réglementation et s'assurer comment ça marche et voilà, veiller sur sa bonne mise en place. Pour les je ne sais pas, j'espère, c'était que 5%, donc j'espère qu'à la fin de la formation, ça va être très clair pour vous, votre rôle dans tout ça. Merci d'avoir participé.
On revient du coup à notre présentation. Merci. OK. Alors, revenons aux obligations des opérateurs. Les opérateurs, comme on a dit, l'obligation principale, c'est l'interdiction de la mise sur le marché des bois et des produits dérivés des bois issus d'une récolte illégale. Ils sont obligés de mettre en œuvre un système de diligence raisonnée à travers un cadre de procédures et de mesures. Et ils doivent maintenir et évaluer régulièrement leur système de diligence raisonnée. Sauf, ici on a des petites phrases, sauf lorsque le système de diligence raisonnée d'une organisation de contrôle est utilisé. Après, on va voir ce que c'est une organisation de contrôle. Les opérateurs ont l'option de travailler avec un organisme externe. C'est cet organisme externe qui va fournir le système de diligence raisonnée, qui va veiller qu'il soit bien utilisé et qui va fournir les résultats aux autorités compétentes. Les commerçants, par contre, comme on a expliqué, du coup, les commerçants, ce n'est pas ceux qui importent le bois, mais c'est cette entreprise qui achète du bois peut-être d'un importateur ou d'un autre commerçant et qui continue avec la chaîne de valeur. Les commerçants doivent être en mesure d'identifier les fournisseurs, les acheteurs, à l'exception des distributeurs qui vendent aux consommateurs finaux. Ils n'ont pas besoin de noter chaque consommateur final. Et ils doivent conserver l'information pendant au moins 5 ans et fournir ces informations aux autorités compétentes. On va voir, c'est beaucoup plus léger. C'est juste avoir une liste de fournisseurs, pas forcément avoir tous ces systèmes de diligence raisonnée, toute cette traçabilité jusqu'à la forêt, l'analyse des risques, etc. Être un commerçant, c'est beaucoup plus facile, mais on a des responsabilités qu'il faut respecter aussi. Voilà, du coup, nous avons les producteurs fabricants avec des sources en dehors de l'Union européenne, les opérateurs avec leur obligation traçabilité et système de diligence raisonnée pour éviter les bois légales. Les opérateurs, le bois peut continuer son chemin, sa route, vers les commerçants, que eux, ils doivent assurer une traçabilité du commerce du bois, enregistrement juste des fournisseurs et des clients, c'est tout. Et les commerçants, ça peut continuer jusqu'aux distributeurs vers les consommateurs finaux. Et eux, ils doivent juste enregistrer les fournisseurs, pas chaque consommateur final. C'est ça les résumés des obligations. Et on va continuer. La portée du règlement bois en termes de produits. Les produits concernés par ce règlement sont les produits contenant du papier, du carton, de la fibre, du bois ou du bois. Il y a une liste complète dans l'annexe du règlement que je vous invite à regarder. D'ailleurs, je vous invite à regarder le texte complet du règlement bois. Ce n'est pas très long, ce n'est pas très compliqué à comprendre. Et il existe dans toutes les langues de l'Union européenne. Et pour savoir si notre produit est concerné vraiment par le règlement bois, ce qu'on doit regarder, c'est l'identification basée sur les codes douaniers de l'Union européenne. L'annexe, il va nous citer quel type de produit avec les codes douaniers c'est concerné par les règlements bois. C'est ça qu'on peut contraster avec nos informations d'importation. Par contre, il y a des produits qui pour l'instant, et là je voudrais bien souligner pour l'instant, parce que la liste des produits concernés est revue, et ça pourrait être mis à jour bientôt. C'est juste qu'on n'a pas trop de visibilité ni quand ni comment, mais elle n'est pas définitive, d'accord? Mais pour l'instant, tout ce qui est exempt du règlement bois, c'est les produits de déchets. Tout ce qui est, mais ça, effectivement, ça a du sens, tout ce qui est fait à partir des déchets ou du recyclé, puisque le règlement bois vise à éviter que le bois soit récolté de façon illégale. On regarde le bois vierge. Par contre, il y a d'autres cas moins faciles à comprendre. Les sièges ne sont pas inclus pour l'instant. L'emballage, quand utilisé comme emballage, l'emballage quand c'est utilisé pour protéger un produit n'est pas concerné par l'RBE. Par contre, si on
achète un produit qui est considéré de l'emballage, par exemple, si on achète des boîtes en carton qu'on importe en Europe, là, les boîtes sont concernées parce que le but, c'était pas de protéger un autre produit, c'était vraiment le produit en soi, c'est l'emballage. Les matériaux imprimés ne sont pas concernés, les instruments de musique, les jouets et les jeux, les pâtes et papiers en bambou, mais pas tous les bambous. Il y a des produits en bambou qui sont concernés. Voilà, il y a des petits détails, des petites nuances comme ça qu'il faut faire attention. Les outils, balais, poignées en bois, d'accord, tout ça c'est exempt. Et nous, sur notre site web, on a plusieurs pages dédiées au RBE que je vous invite aussi à visiter, avec la liste des produits concernés. Si vous n'avez pas envie de regarder le règlement bois, sur notre site web, on a les produits concernés par l'RBE et aussi les produits qui sont non concernés. Une petite intro à la diligence raisonnée. Et après ça, je vais vous laisser avec Chloé qui va vous donner plus de détails sur les différentes étapes. Avant de commencer, encore une petite question pour vous tous. Pour voir votre niveau de connaissance sur la diligence raisonnée. Alors, pareil, je vous invite à répondre à une petite question. Pour savoir votre niveau d'idée, de connaissance sur ce que c'est la diligence raisonnée. Et voilà, pareil, pour vous connaître un peu plus. Merci de nous répondre. Super. Je vois que ça avance, que beaucoup de gens ont voté. Merci. Parfait. Allez, on va voir les résultats. Merci d'avoir participé. Et la bonne nouvelle, on va dire, c'est que tout le monde sait plus ou moins ce que c'est la diligence raisonnée, des différents niveaux d'idées. Il y a beaucoup, la grande majorité, qui savent exactement ce que cela signifie. Super. Du coup, comme ça, on va pouvoir entrer plus en détail avec des cas pratiques et des questions précises. Et sinon, les restes, ils ont une vague idée de ce que cela signifie. Merci beaucoup d'avoir participé. Allez, on continue. Alors, la diligence raisonnée, c'est défini dans les règlements bois. D'accord? Ils disent, les règlements bois, ce qu'ils disent mot par mot, les opérateurs font diligence lorsqu'ils mettent sur le marché du bois ou du produit dérivé. À cette fin, ils utilisent un cadre de procédures et de mesures, ci-après dénommé système de diligence raisonnée. Et il définit la diligence raisonnée comme une méthode par étape, documentée et testée, qui inclut des contrôles et vise à produire, dans un processus d'entreprise, un résultat compatible avec les objectifs souhaités. D'accord? On va voir plus en détail les différentes étapes. Alors, il nous indique que c'est un système, mécanisme, procédure avec un objectif, évaluer et atténuer efficacement les risques des ventes ou d'utilisation du bois récolté illégalement afin d'éviter de mettre du bois récolté illégalement sur les marchés européens. Il est composé d'un ensemble de documents et d'outils à utiliser et il doit être mis en œuvre avec des différentes étapes. On parle des risques. On parle que l'objectif du système de diligence raisonnée, c'est éviter les bois des risques d'être récoltés illégalement. D'accord? Du coup, c'est deux notions très intéressantes. Et risque est illégal ou légal. Et on va voir comment on peut le définir. Les risques d'illégalité, c'est la probabilité qu'une obligation légale ne soit pas appliquée. Et quand on parle des risques, on parle des risques à niveau forêt, dans le cadre des opérations de gestion et d'exploitation des forêts, mais des risques aussi dans la chaîne d'approvisionnement, pendant les commerces et les transports du matériel dans les pays de récolte, et les risques de mélange, contamination par des matières inconnues et illégales tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Voilà. Il faut bien comprendre que quand on parle des risques,
on parle de risques faibles, négligeables ou non négligeables. Mais il n'est jamais absent. Il n'y a pas de zone grise ou moyenne. On ne peut pas dire qu'il y a un risque moyen. Et les problèmes, ce qui fait tout ça un peu plus compliqué, c'est qu'on n'a pas un seuil clairement défini. Et c'est à notre critère, à notre connaissance de dire, OK, là, c'est un niveau de risque aussi bas, aussi petit que je suis capable de l'assumer, ou non, en fait, c'est non négligeable et c'est un risque et on ne peut pas continuer. Et quand on parle de légalité, tu vois, légal ou illégal, un autre problème, c'est qu'il n'y a pas une définition internationale ou reconnue pour dire ce que c'est légal, du bois légal. D'accord? Du coup, le règlement, il nous dit que c'est la législation du pays où le bois a été récolté, y compris les réglementations ainsi que les applications dans ces pays des conventions internationales pertinentes auxquelles le pays fait partie, servent de base pour définir ce qu'on entend par exploitation légale, illégale des forêts. Voilà, on se base sur la législation à niveau pays producteur. Et heureusement, on va voir après, effectivement, il y a beaucoup de pays dans le monde, chacun avec sa propre législation, chaque pays aussi avec leur propre niveau de corruption, de confiance dans la mise en place de cette réglementation. Et c'est pour ça qu'on va devoir s'appuyer sur des outils ou des experts sur le terrain pour vraiment définir ce que c'est légal ou illégal dans un pays quelconque. Quand on parle de législation applicable, c'est vraiment tout un éventail de règlements, de législation. On parle de législation qui concerne le droit de récolter du bois dans un périmètre légalement établi, rendu officiellement public, mais aussi les paiements des droits de récolte du bois, y compris les taxes. La récolte du bois, y compris la législation environnementale et forestière, notamment en matière de gestion des forêts et de conservation de la biodiversité, lorsqu'elle est directement liée à la récolte du bois. Le respect des droits juridiques des tiers relatifs à l'usage et à la propriété qui sont affectés par la récolte du bois, et les commerces et les douanes, dans la mesure où le secteur forestier est concerné. Ça, c'est toutes les aires qu'on devrait regarder pour identifier les règlements, les législations, toute la législation applicable. Et pareil, ce n'est pas évident pour chacun de nous d'être un expert sur la législation dans chaque pays. On va voir après comment on pourra évaluer tout ça. Petite intro aux étapes de la diligence raisonnée. Accès à l'information, analyse des risques, atténuation des risques. Cette photo, c'est juste pour vous montrer, voilà, cette personne, il a décidé qu'il allait traverser cette autoroute. On ne sait pas vraiment pourquoi, mais on imagine que dans sa tête, il a identifié les risques d'être écrasé. Et pour une raison quelconque, il a décidé qu'il peut prendre ces risques. Voilà. Donc, on va voir comment on peut décider si le risque est négligeable ou non négligeable pour vraiment se décider à emporter du bois. Les étapes de la diligence raisonnée. D'abord, accéder à l'information. Très important. Et déjà, vous allez voir, c'est peut-être compliqué dans certains cas, mais c'est d'avoir cette traçabilité, cette visibilité et la documentation d'appui pour être sûr qu'on a les éléments qui nous servent à, après, faire une évaluation des risques. Les conclusions de l'évaluation des risques, ça peut être que peut-être il y a des risques ou non, il n'y a pas de risque dans la chaîne d'approvisionnement et directement, on peut conclure que le risque est faible. Mais le résultat de l'évaluation des risques, ça peut être aussi qu'on a identifié quelques risques. Et là, on a l'option d'atténuer les risques. On va voir des différentes options. On réévalue si notre mesure d'atténuation des risques ont servi à quelque chose. Et là, on continue. Soit on conclut que le risque est faible, soit on conclut que non, il faudra prendre une autre mesure, notamment pas s'acheter. Alors,
La manière dont une organisation met en œuvre ces étapes sera son système de diligence raisonnée. Qui fait quoi? Qui récupère ces informations de la chaîne d'approvisionnement? Quand? Avec quels outils? Etc. Qui fait l'analyse de risque? Quelles mesures d'atténuation des risques va-t-on mettre en place? Etc. Un système efficace et robuste devrait exiger au minimum un engagement solide de l'organisation, approuvé au plus haut niveau, public, etc. Une politique d'achat claire et adoptée par toute l'entreprise dans sa totalité. Des responsabilités claires et du personnel compétent, des procédures écrites pour la clarté et la continuité et des contrôles de qualité réguliers, audits, des audits internes, externes, des révisions, des mises à jour de système, etc. Alors, nouvelle question pour vous tous. Je reprends. Et on va ouvrir encore une petite enquête, une petite question. Contrôle de la mise en œuvre du règlement. Alors, on va vous demander, et comme vous savez tous, tout ici c'est anonyme, c'est juste pour savoir, pour avoir une petite idée statistique, si votre entreprise a été déjà contrôlée par rapport à leur BE. Voilà, merci beaucoup. Super, merci. Je vais vous montrer les résultats. Et c'est intéressant que, en fait, la majorité, vous avez déjà été contrôlé par un organisme de contrôle. C'est une bonne nouvelle. En fait, ça veut dire que la mise en place, ça marche de mieux en mieux. Il y a quelques sens, c'est sûr que c'était pas la même réponse. Et voilà, très bien. On va voir en quoi ça consiste, le contrôle de la mise en œuvre de RPE. Merci d'avoir répondu. Alors, comme on a expliqué, les opérateurs, forcément, ils sont responsables de la mise en œuvre du règlement. Ils sont passibles des poursuites et des sanctions. Les sanctions doivent être efficaces, proportionnelles à la gravité de la violation et avoir un effet dissuasif. Le droit national des États membres définit la fourchette des sanctions. Et les sanctions possibles, ça pourrait être des amendes, des saisies, confiscation, emprisonnement même, ou suspension du permis commercial. Un des problèmes ou une des critiques du règlement bois, c'est que, puisqu'il y a 27 pays avec beaucoup d'autorités compétentes qui ont le pouvoir, on va dire, de définir cette mesure des contrôles. Ces pratiques de contrôle sont inconsistantes entre les États. Mais, comme on observe, comme on vient d'observer aussi avec l'enquête, il y a une augmentation du nombre d'inspections en général, mais pas de données agrégées solides sur les contrôles. On a une obligation de déclaration dans les rapports de World. Bon, je vais pas dire, je vais pas arriver à dire tout l'acronyme, mais c'est l'organisme des Nations Unies qui vérifie cette reporting. Mais la conclusion, c'est que l'ensemble des données sont assez irrégulières. Et même le WWF, en 2019 aussi, il a souligné le manque de transparence des autorités compétentes sur les cas de contrôle. D'accord. Du coup, ça, c'est des critiques qu'on voit, mais qu'en même temps, c'est en train de beaucoup s'améliorer. Vous allez voir. Les contrôles sur la mise en œuvre, c'est là, tout le monde est d'accord, c'est important. Et nous avons des rapports des différents ONG, Greenpeace, Earthsight, etc., qui en fait, ils sont peut-être arrivés à identifier ces risques, ou pas ces risques, en fait, cette réalité d'importation des bois illégales par des importateurs européens qui n'étaient pas identifiés par les autorités compétentes. Du coup, il y a encore un travail à faire.
pour que le règlement soit vraiment bien mis en place. Il y a des pays à haut risque avec des contrôles répétés et des pénalités. Le Brésil, ça apparaît dans pas mal de rapports. La Birmanie avec les TEC, beaucoup de pays d'Afrique centrale. Et il y a un accent mis principalement sur l'insuffisance du système de diligence raisonnée de l'opérateur. Ça, c'est important. Ça ne veut pas dire que forcément c'était du bois récolté d'une façon illégale. Dans certains cas, c'était le cas. Mais l'accent, c'est surtout que les importateurs en Europe, ils n'avaient pas mis en place un système de diligence raisonnée où il n'était pas assez bon pour identifier des risques. Et c'est ça dont il faut travailler. Il faut vraiment s'assurer que les importateurs sont au courant du règlement, qu'ils ont un système de diligence raisonnée et qu'ils sont capables de décider s'il y a un risque ou non dans leur chaîne d'approvisionnement. Et jusqu'ici, il y avait eu beaucoup de cas d'importateurs insouciants qui ont juste acheté du matériel. Après, on va rentrer dans les détails. Peut-être c'était certifié et c'est ça qui a fait qu'ils décident d'importer quand même. Mais le règlement, il ne dit pas ça. Il dit qu'il faut vraiment, très clairement, avoir un système de diligence raisonné.